Voilà. Alors le parc national des Calanques, en tout cas les Calanques que tous les Marseillais dont je fais partie connaissent. Moi j'habite juste à côté, donc ça va, je les vois de ma fenêtre. C'est devenu, comme vous le savez, un parc national. Le dernier, le 8e, je crois, parc national. Enfin, le dernier de la série des parcs. Le dernier de la série des parcs nationaux, ou l'avant-dernier. Donc voilà, le public de Marseillais vous posera certainement de nombreuses questions sur les évolutions récentes des Calanques, notamment sur la question de la surfréquentation que tous les Marseillais mesurent pendant l'été, là, depuis au moins 2 ans. En tout cas, je vous remercie au nom de la Marine à Marseille d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse la parole. Vous voulez que je vous donne le micro ? Je vous remercie, Amiral, mon général, mesdames et messieurs. Donc, je suis ravie d'être là et ce que je vais faire, c'est que je vais me présenter. Donc, en effet, je suis arrivée, j'ai pris mes fonctions au Parc national des Calanques au 1er septembre. Donc, je le disais tout à l'heure, si ça se trouve, vous connaissez encore mieux le parc que moi. Mais en tout cas, ce sera intéressant d'échanger. Je suis fonctionnaire du ministère de la Transition écologique. Je suis ingénieure des ponts et forêts. Et je souhaitais vous en parler parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les politiques publiques de l'aménagement, et notamment sur des politiques qui sont pas forcément celles de l'environnement, même si j'ai travaillé sur l'environnement, mais qui sont celles du logement, des transports, des risques. Et on le verra dans la présentation, le Parc national des Calanques a cette particularité justement d'être complexe dans ce lien entre toutes ces politiques publiques, et on l'évoquera. Alors, je vais me prêter un petit exercice que j'aime bien faire en introduction, c'est que finalement, si certains d'entre vous avaient un mot à dire sur les Calanques, et puis un petit peu forcément s'enlever la main, mais quel mot vous diriez aujourd'hui? Le Parc national des Calanques, il inspire quoi pour vous? Eh bien, écoutez, je vous remercie. On va en parler, mais c'est aussi intéressant pour moi et je l'évoquerai. Je crois que votre retour sur ce qu'est ce parc national des Calanques est pour nous aussi un enjeu important. On en parlera à la fin. Alors, bien entendu, je vais faire une présentation quand même assez large parce que je pense qu'un certain nombre de gens connaissent, puis d'autres peut-être un petit peu moins. Alors, les parcs nationaux, on a souvent cette image d'ailleurs de parcs nationaux aux États-Unis avec Yellowstone, qui a été un des premiers parcs nationaux, donc 1872. C'est aussi un label reconnu à l'échelon mondial, et on a un certain niveau de classement des aires protégées dans le monde. Et avec les parcs nationaux, on est au 2e niveau. Donc, c'est des espaces naturels, quasi naturels, où le principe, c'est de les mettre en réserve pour protéger les processus écologiques qui peuvent s'y dérouler, mais c'est aussi des espaces avec un paysage exceptionnel. Alors cette diapositive, elle est un petit peu provocante, mais quand même, je crois qu'on a tous une représentation différente de ce qu'est un parc. On peut avoir une représentation différente d'un parc national. Alors, vous le connaissez peut-être, ce parc national des Calanques, et peut-être qu'il vous est jamais venu à l'idée qu'un parc national des Calanques, c'était un parc, comme un parc public, ou alors un parc d'aventure, ou alors un parc où on peut voir certaines espèces, ou alors un parc nautique. En tout cas, il faut quand même avoir en tête qu'un certain nombre de publics ont aussi cette image du parc national, qui est celle qu'on peut avoir d'un parc. Alors, bien sûr, je vais vous présenter ce qu'est un parc national, et c'est aucune de ces 4 diapositives, de ces 4 photos. Le parc, il a été créé le 18 avril 2012, donc l'année dernière, on a fêté les 10 ans du parc. C'est le 10e parc national de France, et c'est l'unique parc en Europe qui a cette particularité d'être terrestre, marin et périurbain. Donc à côté de l'une des plus grandes métropoles de France. Et on en a 5 au monde qui sont dans ces configurations-là. Donc on a le Cap, Sydney, et puis je crois en Floride.
Alors, c'est un parc national à la française. Et donc, quand on voit les premiers parcs, le premier parc qui a été créé, c'est le parc national de la Vanoise. Il a été créé en 1963. Donc, vous voyez, il fête ses 60 ans. Donc, avec nos 10 ans, nous, le parc national des Calanques, on n'est pas encore adolescents. Alors que nos prédécesseurs, le parc national de la Vanoise, à 60 ans, il devient beaucoup plus mature. On a aussi des parcs, le parc amazonien de la Guyane, celui des Pyrénées, qui ont des vocations qui se ressemblent, mais avec des images différentes. Un parc, on en parlera, c'est un périmètre, c'est une gouvernance particulière, c'est aussi des missions pour agir sur le territoire. Et dans le parc national, de façon générale, il y a des réglementations spécifiques et je l'évoquerai. Alors, les parcs nationaux en France, il y a 11 parcs. Donc, en étant le 10e, on est l'avant-dernier. Il y a un petit dernier qui a été créé, qui est au milieu de la France, entre Champagne et Bourgogne, qui est le parc national des forêts. Et autrement, des parcs dont le nom vous certainement a un écho chez vous, la Vanoise, les Écrins, le Mercantour, Port-Cros, les Calanques bien sûr, les Cévennes, les Pyrénées. Et puis on a des parcs ultramarins, la Réunion, la Guadeloupe et la Guyane. Pour votre information, le gouvernement souhaite créer un 12e parc qui serait sur le thème des zones humides. Il y a aujourd'hui une inspection qui a identifié, je crois, 18 sites en France. Et aussi, peut-être paradoxal que ça puisse paraître, aujourd'hui, quand on crée un parc national, c'est plutôt l'opposition qu'on entend que l'engouement vis-à-vis de la création des parcs. Donc vous avez peut-être eu l'occasion d'en entendre parler dans la presse. Alors la genèse du parc des Calanques, quand même à la base, il y a une action citoyenne très forte. Et d'ailleurs, quand on évoque les prémices des actions citoyennes en faveur de l'environnement, on parle souvent de ces mouvements dans les Calanques d'Envaux et de Porpin, qui ont été les premiers espaces à être classés dans les années 30 au titre de la loi de 1930 qui protège les paysages. Et donc une opposition à des projets qui est née dans les Calanques. Donc moi, quand je vois des interventions sur les aires protégées, en fait, on nous cite bien souvent ce collectif d'associations qui a été créé pour militer contre des projets. Ces actions citoyennes, elles étaient là pour protéger les Calanques de l'industrie. Vous savez qu'il y a eu une exploitation assez forte, notamment en termes de matériaux, mais aussi des industries, on en reparlera, qui se sont implantées et qui ont aussi pollué et qui ont laissé d'ailleurs sur le site des Calanques des paysages industriels. On a aussi eu des routes touristiques, avec des projets de routes assez fantastiques qui devaient rejoindre par la côte Marseille-Vert à Cassis. De l'étalement urbain avec bien sûr des projets immobiliers qui étaient imaginés au cœur des Calanques. Et puis depuis les années 2000, on a eu une envolée de la fréquentation dans les années 2000. Et on voit une photo d'une manifestation qui avait été organisée le 11 décembre 2010 en haut de la Canebière, qui était une manifestation pour créer ce parc, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il a été créé en 2012. Alors en parallèle quand même, c'est intéressant de voir que le parc a été créé en 2012, mais on l'évoquera dans la présentation. C'est le micro, non je ne sais pas. Bon, on verra. Quand il a été créé en 2012 et bien avant, en fait, il a partagé la population. D'une part, des actions assez fortes pour une création de parcs, mais aussi, et notamment, je l'ai entendu tout à l'heure quand on évoque quelques mots qui veulent venir sur un parc national, cette crainte, une crainte assez forte que le parc national puisse amener des restrictions, et on l'évoquera. Alors c'est aussi un parc, tout à l'heure j'évoquais la Vanoise, le parc des Calanques, c'est un parc nouvelle génération, puisqu'il est issu de la loi de 2006, qui est venue renforcer la création des parcs nationaux, mais a quand même introduit, donc cette loi, elle datait, la loi des parcs, elle datait de 1960, et donc la loi de 2006, elle a quand même introduit des choses assez essentielles, notamment qu'il y ait plus de démocratie dans le fonctionnement des parcs, qu'on ait aussi une représentation dans les conseils d'administration qui représente davantage les acteurs locaux.
qu'on ait de l'adhésion dans la définition du périmètre. Donc, c'est pas seulement un périmètre, et vous le verrez, il a été défini par décret, mais il a fait l'objet d'une concertation. Et puis, qu'on ait aussi cette introduction, et on le verra dans la charte, d'un maintien des usages et des traditions. Puisque ça faisait partie un petit peu des craintes en se disant si on met sous cloche cet espace-là et qu'on ne peut plus avoir nos habitudes d'usage, on aura tout perdu par rapport à la création de ce parc. Alors le parc, il est créé 2012. Parfois, on a tendance à oublier qu'en fait, le parc national des Calanques, c'est surtout un parc marin. Parce que le cœur terrestre, il fait 8500 hectares, donc il est sur 3 communes, Marseille, Cassis et La Ciotat, alors que le cœur marin, c'est 43 500 hectares. Donc vous voyez, ces 100 communes mesurent la partie marine et la partie la plus importante. Quand on est dans un parc, on a le cœur, donc on peut le voir sur cette carte. Donc le cœur terrestre, vous l'avez en vert foncé, et le cœur marin, vous l'avez dans le bleu un petit peu plus foncé. Et puis, vous avez une aire d'adhésion qui est sur la partie terrestre. Et donc, sur la partie terrestre, l'aire d'adhésion, c'est la partie qui est en vert clair, que vous pouvez voir sur la carte. Et puis, vous avez l'aire marine adjacente, qui est la partie en bleu ciel. Alors, c'est important parce que sur la partie cœur, donc ce que vous voyez sur la zone bleue et foncée et la zone verte foncée, c'est là où les aspects réglementaires vont s'appliquer. Sur les zones d'aire marine adjacente ou sur les zones d'aire d'adhésion, là, on est dans des préconisations qui doivent être prises en considération par les collectivités qui adhèrent à la charte, des préconisations à prendre en considération dans leurs documents d'urbanisme. Mais la réglementation du parc ne s'impose pas en dehors des cœurs. Donc ce périmètre, c'est un sujet qui est assez essentiel. S'il y avait une autre donnée aussi à vous apporter, c'est qu'en fait on constate, et avec un essor d'autant plus important dans la période post-Covid, la fréquentation aujourd'hui du Parc national des Calanques, c'est 3 millions de visites par an. Pour vous donner aussi un autre chiffre, on est à plus de 500 000 visites sur l'île du Frioul. Donc l'île du Frioul, elle est en cœur de parc. 500 000 visiteurs, c'est plus que l'ensemble des visiteurs du parc des Cévennes. Donc on voit bien qu'on est sur un parc national qui périurbain, qui est marin, qui est terrestre et en plus avec une fréquentation hors du commun. C'est vraiment ce qui en fait sa spécificité. Alors une carte que j'ai. Alors ensuite, le parc national, ce sont des paysages exceptionnels. C'est un espace naturel qui est inséré dans une métropole de 1,8 million d'habitants. C'est aussi le jardin des Marseillais des quartiers sud, mais c'est aussi cet espace dans la métropole. Alors quelques petites images, photos d'artistes. Alors vous avez de la chance parce que ces temps-ci, on a un système qui s'appelle le démarketing, où on ne montre plus, mais j'en parlerai, on ne montre plus de belles images parce que ça peut donner envie d'y aller et après il y a trop de monde. Mais je l'évoquerai. Alors c'est un territoire qui est emblématique et parce qu'on y trouve beaucoup de caractéristiques du littoral méditerranéen. Donc là, vous avez sur cette photo des spécificités. Donc on y voit des paysages de garrigues sous influence littorale, de falaises littorales, de bandes littorales africaines, de zones côtières photophiles, de plateaux continentaux sous-marins et de zones profondes. Et la particularité des Calanques, et d'ailleurs, j'aimerais qu'on puisse constituer une maquette, ça donnerait à voir, c'est qu'en fait, on est dans des différences d'altimétrie qui sont énormes, puisqu'on va avec le mont Carpiagne, on est à 646 mètres, et on ne s'en rend pas compte, mais quand on est au fond du canyon de Cassidaigne, on est à moins 1256 mètres. Donc vous voyez des différences d'altimétrie qui aujourd'hui on n'a pas forcément en tête, et peut-être aussi parce que cette image du parc national, on l'a surtout sur le terrestre et pas forcément sur le marin. Et cette année, on a élaboré un paysage des fonds marins, et d'ailleurs il doit être consultable sur notre site internet. Et je vous en livre quelques photos qui sont assez exceptionnelles. Alors avec la lumière, j'espère que ça passe.
et qui ont été une reproduction de ce qu'on peut trouver dessous. Tout le monde n'a pas cette capacité, moi je ne l'ai pas d'ailleurs, à plonger dans ces profondeurs-là. Et on a souhaité en faire une représentation. Et donc qui vous permet de vous immerger. Je crois que ces photos, elles sont assez exceptionnelles pour ça. C'est une immersion dans un fond marin. Alors le parc, au-delà de ces paysages qu'on peut bien connaître, et qu'ils soient des paysages terrestres ou des paysages sous-marins, c'est un hotspot de biodiversité. Alors, à terre, en mer, et ce qu'il faut bien avoir en tête sur la biodiversité, c'est que les espèces sont remarquables, mais l'habitat de ces espèces est remarquable. Et c'est bien l'habitat des espèces qu'il faut aussi protéger. Et les espèces, bien évidemment. Et on a 29 habitats naturels d'intérêt communautaire, donc ça c'est une forme de législation européenne. 138 espèces terrestres, animales et végétales qui sont protégées, et on en a référencé 900 espèces végétales recensées, mais vous savez, les espèces végétales, on en recense régulièrement. En mer, on a 14 habitats d'intérêt communautaire et on a 60 espèces maritimes patrimoniales. Alors, quelques espèces remarquables que vous connaissez certainement. L'aigle de Bonelli, citron de Provence, le puffin cendré, lys de mer, l'astragale, les lards osselés, la sabine de Provence et puis toute la série des chiroptères. Et un nouveau que je vous ai mis là. Et du coup, je vais m'arrêter sur la présence du loup. Alors, le loup dans les calanques est arrivé dès 2021. On avait confirmé la présence de loups et de loups solitaires. Déjà, je pense que vous le savez, aujourd'hui, la présence du loup en France est importante. Et d'ailleurs, la présence du loup dans les Bouches-du-Rhône est aussi importante, dans le Var aussi. Donc, je tiens à préciser parce que mes collègues me disaient qu'en 2021, certains avaient dit « Oula, le parc national a réintroduit le loup ». Non, le parc national n'a pas réintroduit d'espèces. Le loup vient d'Italie et puis on le retrouve dans de nombreux départements. Alors, par contre, en printemps 2022, il y a un couple qui s'est installé et qui a eu 6 petits, ce qui est relativement beaucoup en fait quand on regarde, enfin en général c'est 4-5. Et donc en fait à partir du moment où un couple s'installe, on parle de l'établissement d'une meute. Donc une meute s'est installée dans le parc national. Je tiens à le préciser parce que peut-être qu'on a tous été bercés dans notre enfance par un certain nombre d'images du loup, que ce soit le petit chaperon rouge ou d'autres, où le loup attaque l'homme. Il n'y a pas en France, il n'y a pas eu en France, même en Europe, de constat d'attaque de loup. Il y a des réactions de loups si jamais ils arrivent dans un endroit où il y a beaucoup de gens qui l'oppressent, mais le loup a peur de l'homme. Et je dirais qu'il y a même des espèces dans le parc qui sont plus inquiétantes quand on peut les croiser, je pense au sanglier, qu'un loup qui va partir. Alors ce loup qui s'installe, l'une des missions du parc, c'est de l'observer et de le protéger, puisque c'est une espèce protégée. Donc qui dit espèce protégée dit atteinte à une espèce protégée dit un délit. Donc ça c'est aussi important de pouvoir le dire. Ensuite c'est une espèce qui est aussi assez vulnérable et c'est assez miraculeux qu'elle ait réussi à aller dans le parc des Calanques parce que ça veut dire qu'elle a quand même traversé des autoroutes et des routes. Et aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que, d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, il y a 15 jours, il y a un louveteau qui s'est fait percuter par une voiture sur la route entre Cassier et Carnoux. Donc, en fait, ils sont plus que 5. Et en général, la mortalité des louveteaux, elle est quand même assez forte. C'est-à-dire qu'on aura certainement la moitié des petits qui vont certainement décéder d'une maladie ou alors d'être percutés sur la route. Et l'avenir de cette meute, c'est que les petits vont partir en fait. Donc c'est ça aussi qui va les rendre vulnérables, c'est qu'ils vont élargir le territoire et partir. Et donc se confronter au monde urbain qui entoure la zone dans laquelle ils se sont installés. Alors ensuite, je parlais tout à l'heure d'habitat. Et donc là, vous avez les habitats d'intérêt spécial, notamment du monde marin, avec cette herbier de Posidonie qui est si précieuse.
On l'évoquera aussi tout à l'heure. L'herbier est précieux parce que c'est un endroit de reproduction pour la faune marine, mais aussi précieuse parce que c'est aussi un impact pour la lutte contre le changement climatique et notamment tout ce qui est augmentation du trait de côte. On a montré qu'aujourd'hui, ça avait un effet favorable. Et puis l'autre effet favorable de cet herbier de Posidonie qu'il est important aussi de préserver, c'est sa captation carbone. On a montré aujourd'hui que l'herbier de Posidonie avait une capacité à capter le carbone plus forte que la forêt. Et donc là, on est en train de développer, je l'évoquerai d'un point de vue innovant, du label bas carbone lié au respect de l'herbier de Posidonie. Ensuite, vous voyez le sujet des coralligènes, des canyons et des grottes obscures. Et avec tout cet impact sur la mer qui pour moi fait partie des éléments sur lesquels on va devoir travailler, c'est comment tout ce monde marin va s'adapter au changement climatique et avec la mortalité des gorgones dont vous avez entendu parler cet été, qui est vraiment directement liée à l'augmentation de la température. Et ça fait partie des chantiers à venir du parc national. Bon, des belles photos qui montrent les espèces qu'on peut voir là encore si on va sous l'eau. Donc ces espèces caractéristiques du parc national des Calanques. Alors, ce qui fait la particularité de ce parc aussi, aux portes d'une grande agglomération, c'est qu'on a un patrimoine culturel important, un aspect patrimonial assez fort, qui témoigne des cultes qu'on peut voir dans le parc, de la guerre aussi, avec l'ensemble des forts, et j'en parlerai, de naufrages qui ont été faits, et on en voit les symboles, les maladies, l'hôpital Caroline. On a aussi toute cette question du commerce, de l'industrie et des pollutions très fortes sur le parc national des Calanques, notamment quand vous allez dans le littoral sud. On voit tout ce passé industriel qui est là, avec d'ailleurs des zones polluées qui ressortent. Et puis, on a aussi quelques zones d'agriculture et puis une pêche patrimoniale et qui est assez importante sur le parc. Et puis, bien entendu, dans ce patrimoine culturel, il y a toute la question des loisirs et on l'évoquera. On a au sein du parc une tradition sportive assez forte. Et on l'oublie parfois. Et alors, c'est vrai que ça fait partie des sujets. Je ne suis pas sûre que le mot calanque apparaisse aujourd'hui dans la présentation de la grotte Cosquer qu'on peut voir. Mais n'oublions pas que la grotte Cosquer, elle est dans le parc des Calanques. Alors, c'est vrai que c'est aussi une reconstitution qui est très, très intéressante. Et on va travailler justement avec eux pour qu'on puisse avoir un reflet de ce qui est du parc. Bon, enfin, donc, une petite diapo pour évoquer ça. Si je remonte encore plus avant, on a notamment avec la fontaine de Voire, on imagine que c'est à Marseille, qui est né, c'est dans les Calanques, qu'est né Marseille. Donc, et ça, en 600 avant Jésus-Christ. On se rappelle, si vous allez sur le site de la fontaine de Voire, toute cette histoire vous sera remontée. Et puis, les Calanques, c'est un important patrimoine militaire et sanitaire avec des vigies, des sémaphores, le château d'If aussi, qui est un monument national, des forts, batteries, le phare. Donc, toute cette richesse patrimoniale, on peut la voir et on la voit de loin sur les photos. Quartier des fabriques, oui, je le disais, l'histoire est forte dans les Calanques de l'industrie, liée notamment à la fabrication du savon. Et donc, quand on est sur la pointe sud de Montredon à Callongue, on avait toutes ces industries chimiques. Et pour créer le savon, on n'était pas forcément sur du savon bio tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Et donc, on avait l'usage aussi de chimie assez forte, notamment avec de la soude, du plomb et des acides. Et on les retrouve encore aujourd'hui dans les Calanques. Et puis de l'extraction aussi, extraction de pierres, notamment à Cassis, où c'est marquant sur le paysage.
Alors, les calanques, trésors culturels, je l'évoquais tout à l'heure. Je parlais du berceau des pratiques sportives. Rebuffa, Cousteau, Falco, ce sont les calanques. Donc, origine de la plongée, origine de la grimpe, se retrouvent dans les calanques avec des noms illustres de personnages qui ont été vraiment des explorateurs et qui ont commencé dans les calanques. Alors aujourd'hui, on va passer à un autre sujet qui est celui des enjeux et des menaces, parce que ce territoire qui est exceptionnel dans son histoire et dans ses paysages et dans sa biodiversité, c'est vrai qu'aujourd'hui, il montre sa fragilité. Et c'est aussi ce qui a justifié la création de ce parc national, beaucoup considérant que s'il n'y avait pas une action forte qui était faite, on allait le perdre assez rapidement. Alors les pressions, eh bien malheureusement, c'est celle des incendies. Alors vous le connaissez, une pression assez forte, qui n'est pas toujours facile. Hein. Donc on a l'occasion de se voir dans certaines réunions. Pas toujours facile parce que oui, il faut protéger le parc. Oui, il faut créer des chemins pour que les secours puissent passer. Mais comment faire quand on a des espèces protégées sur les pistes, hein, comment faire quand on a besoin de préserver ces paysages? Et donc ça, c'est l'objet de dialogue, parce que nous, le parc national, on est aussi là pour soutenir cette biodiversité, soutenir cet environnement. Et bien entendu, comme tout le monde, on souhaite que ce parc soit vraiment protégé et protégé de ce risque majeur que sont les incendies. Et puis on a d'autres risques. Qui sont liés à une activité importante qui est liée au fort développement d'une fréquentation touristique, mais aussi une fréquentation dans certains sports. Et c'est vrai que le bivouac, aujourd'hui le bivouac il est interdit dans le parc des Calanques. Alors on peut avoir cette image quand on fait du bivouac dans un parc national comme la Vanoise, on a le droit à X mètres du refuge. Pourquoi c'est interdit dans les Calanques? Parce que en fait, vous pouvez toujours sortir du parc avec une période de marche qui soit l'ordre de 3-4 heures et vous sortez et en n'allant pas très vite, 3-4 heures, alors que la Vanoise, c'est pas le cas. Et puis si on commence à autoriser le bivouac dans les Calanques avec 3 millions de visiteurs, en fait, on est en train de créer un grand camping. Parce que c'est le bivouac, pour moi, je le veux bien, mais en fait, si on l'autorise, ce sera pour tout le monde. Et donc potentiellement, on est sur des phénomènes où on a cette obligation de réglementation qui est vraiment liée à cette question de la fréquentation. Alors des activités commerciales touristiques, là aussi, la réglementation, elle est liée au fait qu'on a une appétence très très forte. Et si on ne réglemente pas, en fait, l'ensemble de ces bateaux qui viennent, vous auriez une queue continue de bateaux, sans compter l'impact que ça peut avoir sur la biodiversité. Parce qu'on le sait, l'aspect sonore de ces bateaux est très très important pour les espèces marines. Et donc cette limitation, elle est importante. Quand on voit l'image sur les kayaks, donc ça fait partie d'une réglementation. Alors l'année dernière, on a commencé à le dire. Cette année, on va vraiment l'appliquer. Donc il y aura une interdiction de tirage sur terre des kayaks. Aujourd'hui, dans les Calanques, en plein été, il y a un véritable sujet de sécurité puisqu'il y a une confrontation des usages entre les kayakistes qui tirent sur la plage et puis les baigneurs qui veulent aller se baigner. Donc on a installé des filins, si vous y avez été, vous avez pu les voir. Et il y aura donc une obligation de mettre les kayaks sur les filins et une interdiction de tirage à terre des kayaks. Mais je pense que ces photos, elles sont là aussi pour mettre en évidence que c'est pas une volonté de contraindre. C'est pas une volonté de contraindre la liberté de chacun. Je crois qu'on a tous envie, notamment dans un espace aussi beau et aussi naturel, de pouvoir en profiter. Mais c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, si on laisse les choses faire, on se retrouve dans un système qui est complètement chaotique et ingérable. Et puis que globalement, alors il y a des problèmes de sécurité, c'est pas du tout agréable pour quiconque, mais en plus, il y a des problèmes d'atteinte à l'environnement.
Bon, alors après les tags, la question des déchets, ça c'est majeur. Et puis on a aussi des gens qui s'approchent très près des espèces, qui se disent si j'en ramenais un bout à la maison, ce serait encore mieux. Et donc ça fait partie aussi des éléments. Tout à l'heure, je l'évoquais, quand on est dans un parc, on a une charte. Donc la charte, elle a été élaborée. Il y avait des défis qui ont été identifiés. D'abord, c'était qu'on fasse le lien entre la terre et la mer. C'était le premier défi. Le deuxième, c'était de permettre la bonne coexistence entre cette métropole et cet espace naturel exceptionnel. Et puis, il y avait aussi d'inscrire les usages dans le développement durable. Dans cette charte, il n'a jamais été dit qu'on ne respectait pas les usages du parc, la randonnée, la grimpe, etc. Mais de les inscrire dans un nouveau cadre, celui du développement durable. Par exemple, pour la grimpe, on peut grimper, mais par contre, il y a des moments, notamment quand les oiseaux nichent, on ne grimpe pas. Et donc, il y a des arrêtés du directeur du parc pour dire pendant cette période, on ne grimpe pas. Et puis, le défi, c'était de réduire le risque incendie. Et puis, c'était aussi de pouvoir faire perdurer ce territoire. Je crois que c'est important que les générations d'après puissent aussi en profiter. Puis après, une charte, alors j'irai vite, c'est qu'une charte, c'est aussi des objectifs. Donc vous les voyez là. Il y a la préservation de la biodiversité, il y a celle des paysages, il y a la richesse culturelle que j'ai évoquée tout à l'heure. Et puis, il y a le fait de faire un espace de nature d'exception et on puisse encore accueillir, découvrir et en profiter pour sensibiliser le public. Alors, j'évoque la charte aussi parce que les chartes, on doit se poser la question au bout de 15 ans si on les révise. Et donc là, on va lancer un processus qui va être un processus d'évaluation de la charte, avec une consultation du public. Donc d'ailleurs, ce sera intéressant. Cette consultation du public, elle aura lieu dans le cours de l'année 2023. Donc on le fera sous une forme de sondage. Donc voilà, si ça vous intéresse de vous exprimer, n'hésitez pas. Dans les modes de communication du parc, on a plusieurs modes de communication. On a notre site internet, on a une newsletter qui est la lettre des calanques, où on a quand même beaucoup d'inscrits. Et puis, on a aussi un site internet, on a une application qui s'appelle Mes Calanques. Donc, au travers de ça, si ça vous intéresse de pouvoir vous exprimer sur l'évaluation de cette charte, en fait, l'évaluation de la charte, c'est des questions assez simples. C'est est-ce que vous pensez que ces objectifs de préservation ont été atteints? Et puis voilà, vous exprimer sur ces sujets. Alors, rapidement, tout à l'heure, j'évoquais qu'un parc, c'est un territoire, il y a des objectifs, donc ça, on en a parlé. Et puis, il y a aussi un cadre institutionnel. Donc, en fait, le Parc national des Calanques, c'est un établissement public de l'État, donc qui a été créé en même temps que le Parc national avec son territoire, qui a été créé en 2012. Il a un socle réglementaire, donc on a le code de l'environnement, bien entendu. On a le décret de création du parc qui a défini le périmètre, qui a défini aussi les membres du conseil d'administration et comment est-ce qu'on fonctionnait dans ce conseil d'administration. Donc aujourd'hui, il y a un conseil d'administration qui est présidé par Didier Réau. Didier Réau est un élu de la métropole, du conseil départemental et qui assure la présidence du parc. On a toutes les collectivités qui sont représentées, on a des scientifiques, on a d'autres établissements publics de l'État, on a le monde associatif aussi qui est représenté, des représentants des usages. Donc tous les usages qu'on a évoqués ont tous des représentants dans notre conseil d'administration. Et puis dans le cadre qui nous guide, la charte que j'ai évoquée. Et puis sur cette base-là, on prend on prend des textes de réglementation. Alors parfois ils sont pris par le conseil d'administration et parfois ils sont pris directement par le directeur. Donc en l'occurrence la directrice depuis que je suis arrivée. Et donc ce sont des cadres réglementaires qui s'appliquent au parc. Alors donc bon là on voit pas, mais c'était pour vous dire que le parc c'est un établissement public avec des gens et on n'est pas nombreux. Pour un parc national, mes collègues de la Vanoise sont à peu près 90. Nous on est 50.
C'est vrai que ça fait partie un petit peu des regrets qu'on peut avoir. Avec des agents, toute la partie verte, ce sont des agents qui sont plutôt chargés de mission sur des thématiques. Et toute la partie orange, ce sont des gens que vous pouvez trouver sur le terrain, qui sont des gardes moniteurs ou des inspecteurs de l'environnement. C'est vrai qu'on fonctionne quand même avec des effectifs qui sont réduits au vu de tous les enjeux qu'on peut avoir. Et c'est parfois un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Moi, je sais que parfois, il se passe des choses sur le parc et les gens nous appellent en disant « il faut que vous fassiez quelque chose ». Oui, en fait, le parc, il est quand même sur 3 communes et la police municipale, elle s'applique encore, la police nationale s'applique encore. C'est vrai qu'il n'y a pas une forme de territoire particulier qui fait qu'on doit tout gérer sur le parc. Nous, on essaye de faire émerger des choses, on développe de la connaissance, on développe donc de la réglementation spéciale. On peut faire initier, avoir des prises d'initiative, mais on ne peut pas faire tout à la place de tous les acteurs et les acteurs qui sont sur le parc. Une information qui est intéressante, aujourd'hui le parc national, on possède 0 mètre carré de terrain. Les terrains sont publics et privés. Donc les calanques, aujourd'hui, vous avez le principal propriétaire des calanques, c'est le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et le conservatoire du littoral. Et puis vient la ville de Marseille, la ville de Cassis, la ville de La Ciotat. Et vous avez des propriétés, il y a EDF qui a une calanque, il y a aussi beaucoup de propriétés privées. Par exemple, toute la partie du Cap Croisette appartient à une société civile immobilière des Goudes. Donc on est aussi dans une forme, nous, toujours de travail avec ces propriétaires qui ont leurs prérogatives, c'est pas parce qu'il y a un parc national qu'on va enlever des prérogatives à ces propriétaires. Donc c'est aussi cette négociation, cette notion de fédérateur, d'action un peu commune sur le territoire qui peut s'imposer. Parfois, on peut se dire, mais c'est très simple, pourquoi dans le parc, on n'a pas les mêmes panneaux qu'à la Vanoise, hein, les petits panneaux là, pour les itinéraires? Et ben parce que mettre d'accord l'ensemble des propriétaires que je vous ai évoqués, publics et privés, sur le même type de panneau, et ben c'est pas forcément évident. Et on n'a pas encore réussi, mais ça fait partie de nos objectifs. Je vais finir sur le parc, il a 10 ans, il est bien implanté sur le territoire, il a quand même des réussites en 10 ans. La mise en conformité du rejet d'Altéo, c'est un des gros rejets qui était dans le parc et qui aujourd'hui est aux normes et en perspective de s'arrêter. On a fait aussi des projets européens qui nous ont permis de protéger des espèces et notamment l'astragale. On a encadré la fréquentation nautique avec des réglementations assez fortes. Maintenant, il y a moins de bateaux de location. Et puis, on a mis en place des zones aussi de non-prélèvement pour que la ressource halieutique se régénère. On a engagé des projets européens sur le sujet du dérèglement climatique. Un sujet, je ne pouvais pas ne pas l'évoquer, ça a été quand même un sujet assez majeur l'année dernière, qui a eu d'ailleurs une envergure quasiment internationale. C'est cette gestion de la surfréquentation à Sugiton. Une calanque où il y avait 2500 personnes qui venaient, on a réduit à 400 personnes avec un système de réservation. Et vous pouviez aller dans la calanque avec ce système de réservation. Avec un slogan qui était assez clair, c'était pas faire un endroit pour des happy few, c'était vraiment de réserver pour préserver. Et je crois que cet objectif, il a vraiment été atteint, puisque le conseil d'administration a décidé de prolonger cette expérimentation sur les 5 prochaines années, et notamment pour qu'on voit l'impact sur l'environnement. Aujourd'hui, on peut le voir, mais c'est quand même encore léger et on a besoin de pouvoir le faire dans la durée. Et donc, à l'été 2023, on aura 2 week-ends au mois de juin qui seront contingentés. On aura tout l'été et 2 week-ends au mois de septembre. Donc, on élargit la période. Je ne vous cache pas qu'on est quand même en difficulté parce que la semaine dernière, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à Sugiton, mais il y avait plus de 1000 personnes en fait dans la calanque le dimanche. Et donc on voit que la difficulté, c'est que quand il y a plus de 1000 personnes dans la calanque, en fait les gens vont monter sur les parties qui ne sont pas la plage et donc atteindre l'environnement. Donc on a une vraie difficulté sur cette calanque avec cette idée qu'on souhaite pas la fermer en fait. Et donc il faut qu'on arrive à trouver des modalités de gestion qui nous permettent de pouvoir garder cet accès
tout en préservant l'environnement. Autrement, on le dit, de toute façon, si on continuait comme ça, la calanque du Sugiton était totalement, ça aurait été complètement, voilà, on n'aurait jamais pu revenir en arrière en fait. On était dans une forme de non-remise en arrière. Bon, c'est ma dernière slide, quelques sujets sur ce qu'on a envie de lancer là en 2023. Je disais la réservation Sugiton qui est reconduite. On est en train d'engager des travaux dans le parc, c'est aussi nouveau. Donc il y a des travaux, d'ailleurs c'est passé dans les médias il n'y a pas longtemps, où on est en train de remettre en état certains sentiers. Donc pour ceux qui connaissent le Portalet, c'est pour se rendre entre Port-Miou et Envaux. Donc là il y avait des grosses marches, il y avait tellement de monde que ça devenait un vrai toboggan géant. Et du coup la difficulté c'est que comme c'était insécure, en fait les gens passaient en dehors de passaient dans l'environnement, passaient dans la garrigue. Donc du coup, on a fait des travaux dans cette idée justement que les gens passent au même endroit et de façon sécure. On est en train aussi on va commencer des travaux sur la Villa Michel Simon à La Ciotat, qui va être la première maison de parc qu'on ouvrira. Et parce qu'aujourd'hui, aussi la spécificité, c'est qu'on n'a pas de maison de parc au parc. Et c'est toujours un dilemme d'ailleurs, parce qu'on n'a pas non plus envie de développer trop de maisons de parc parce qu'on n'a pas envie d'attirer encore plus que les 3 millions de visiteurs qui viennent déjà. Donc c'est toujours cet équilibre qui est difficile. On a aussi une réflexion sur le mouillage avec la mise en place de zones de mouillage et d'équipements limités qui vont se mettre en place et qui feront qu'il n'y aura plus d'encre possible à mettre, mais accrochée à des bouées. Là aussi, c'est assez sensible parce que ça veut dire que globalement, au jour d'aujourd'hui, on ne limite pas le nombre d'encres, sauf la capacité des bateaux à accepter qu'il y ait d'autres bateaux à côté. Dans les zones de mouillage autorisées, bien entendu, demain, on aura un nombre de bouées. Et donc, ça veut dire qu'on limitera la capacité. On a aussi des innovations pour accélérer la transition écologique. On a accompagné des bateliers, notamment sur du trafic de visiteurs, pour qu'ils puissent transformer leur moteur et que quand ils passent dans les calanques, ils utilisent plutôt la partie électrique qui permettent de moins polluer. L'innovation que j'évoquais aussi, où on veut qualifier le fait que les herbiers de Posidonie captent le carbone. Donc ça, c'est important parce que le fait de préserver la Posidonie, on va lui donner une valeur et on aura aussi du coup une application d'autant plus forte sur cette préservation. Le changement climatique, je l'évoquais, et puis le suivi du loup qui est aussi important. On a aussi un sujet qui est sensible au sein du parc, c'est la question de la chasse. Le parc a été créé, c'est un parc chassable, donc la chasse peut se dérouler dans le parc sur 49% du territoire. Ça, c'est dans le décret. Et donc, autant on lance des réflexions sur cette chasse dans le parc des Calanques, mais on ne changera pas le décret. Aujourd'hui, il est possible de chasser dans le parc. Pour autant, on a toute une réflexion sur la question de l'identification des espèces. Donc, il peut y avoir, d'ailleurs, quand il y a des espèces chassées qui sont aujourd'hui où on constate qu'elles n'existent plus, on aura une limitation de la chasse. On est aussi en train de travailler avec les fédérations de chasse sur comment arriver à pouvoir concilier les nombreux usages dans le parc. Et puis enfin, cette question de l'évaluation de la charte que je vous ai évoquée. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention, en espérant vous avoir apporté quelques éléments que vous ne connaissiez pas. Bien, merci beaucoup. Peut-être les nombreux Marseillais ont sûrement des questions à vous poser. Alors, je vais peut-être prendre le deuxième micro. On n'a pas besoin de micro. Général Pichot de Champfleury, en retraite, et grand arpenteur des Calanques et chasseur à Carpiagne. Voilà. Voilà, c'est dit. On peut être les deux. Non, mais j'ai deux questions là. Alors, d'abord, quel est le budget d'un parc comme le parc des Calanques? Et est-ce que vous avez la capacité à vous générer des revenus par des activités?
Alors, c'est une très bonne question. La question du modèle économique des parcs nationaux en France. On a une dotation de l'État qui est versée pour assurer notre fonctionnement interne, donc le salaire de toutes les personnes que vous avez pu voir, et puis les moyens de fonctionnement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les dotations sont fixes dans le budget de l'État, et en fait, aujourd'hui, ça ne couvre pas totalement nos moyens de fonctionnement. Donc ça, c'est une partie, d'où la nécessité d'aller trouver d'autres moyens de financement. Donc les autres moyens de financement, on peut les trouver sur des projets où on va avoir des subventions de collectivités territoriales. Donc on est accompagné par le conseil départemental, par la métropole, par des villes. Et puis on va aller chercher des appels à projets, on va aller chercher des mécènes. Et puis, on va développer des choses un petit peu innovantes, comme ce que j'évoquais tout à l'heure. Quand on fait labelliser un label bas carbone sur la Posidonie, ça veut dire qu'on veut rentrer sur le marché des labels bas carbone. Donc, les entreprises, c'est le système des entreprises qui veulent compenser leur carbone. En fait, elles achètent de la tonne CO2 sur le marché. Et donc, du coup, nous, on veut émettre un projet pour qu'on puisse avoir ce cadre-là. Ensuite, on a une taxe qui est la taxe Barnier, qui est issue des visiteurs qui sont sur les bateaux. Donc, c'est aussi une fiscalité. En fait, on est quand même toujours à la recherche d'innovation sur la question financière. Donc, il y a un autre sujet qu'on est en train de développer parce que ça marche dans d'autres parcs. Nous, on souhaite